Comment elles vont mes petites canailles préférées là? Ça va? Vous êtes bien? Tranquille? Moi je suis plutôt pas mal sur mon petit canapé là. Je voulais vous filmer la vidéo en extérieur, vous emmener ma fameuse cascade avec une plage et tout, ça va être trop stylé. Mais il y a un peu de vent dehors et j'avais peur qu'au niveau de la transmission sonore ce soit un peu compliqué. Donc voilà, je me retrouve dans ma petite piole encore une fois. Aujourd'hui, petite foire aux questions, ma petite foirette, une petite foirette. Vous m'avez posé des questions sur Instagram et je suis ici présent pour répondre simplement à ces petites questions. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions parce qu'il y en a eu beaucoup. Enfin bon, on va essayer de répondre aux questions les plus pertinentes. Je suis muni de quoi là? Qu'est-ce que j'ai comme accessoire pour la vidéo? J'ai une petite gourde SWO. Ouais, c'est pour le placement de produit bien sûr, hein, mais on en reparlera après. On parlera plus tard quand j'ai un peu soif. J'hésite pas à dégainer ma petite gourde et puis je vous fais la petite pub. Donc ça, on voit ça plus tard. Et j'ai le téléphone avec vos questions. Donc on va commencer sans plus tarder. Hein. Déjà, l'intro était un petit peu longuette. Première question. En compétition, l'ensemble des combos est prévu ou bien il y a une part d'improvisation? Très intéressante cette question, notamment pour les personnes qui veulent aborder des compétitions. Alors pour répondre à cette question, on va dire que 70% du combo, c'est prévu. Dans ma tête, il y a une structure qui part du point A au point Z. Généralement, c'est 2 fois 45 secondes. Donc, je sais, on va dire, je connais mon départ, je connais ma fin. Toute la structure, par rapport aux éléments que j'ai travaillé à l'entraînement, je sais ce qu'il va y avoir dans mon combo. La petite subtilité qui change, c'est qu'en gros, à l'intérieur des combos, je me fixe jamais le nombre de reps que je vais faire. Et souvent, pas mal d'athlètes font cette erreur, par exemple en compétition, de se dire ok, mon combo ça va être 3 handstand push-up, ensuite 3 front pull-up, ensuite un touch de 3 secondes. Ils vont tout calculer. Sauf que malheureusement, ça c'est impossible à calculer à l'avance par rapport à ses ressentis. Il y a beaucoup de facteurs externes en compétition. Pour ceux qui ont déjà fait des compètes, je pense que vous savez de quoi je vais parler. On ne sait jamais dans quel état on va être par rapport à la gestion de l'adré, par rapport à notre ressenti aussi actuel, gestion du stress aussi. Donc forcément, tous ces facteurs-là, ça va bouleverser un peu ton combo. C'est pour ça que moi, je me fixe jamais de nombre de reps. Et en fait, c'est au moment où j'arrive sur les barres, par rapport à mes ressentis, là, je vais être capable de me dire, ok, là, je peux faire par exemple 10 reps, ou là, par exemple, je peux en faire que 5 parce que je sens que mon corps d'un coup il fatigue. Mais au final, en fait, ce qui est bien dans ce système-là que moi je mets en place, c'est qu'au final, en fait, tu te brides pas. T'es pas en mode ok, j'avais prévu de faire 5 reps, parce que ça se trouve, en fait, tu peux en faire genre 10 au moment même. Ou alors, si par exemple tu t'étais mis dans la tête de faire 5 reps et qu'au final, au bout de 2-3 tu suffoques, dans ta tête, vu que tu t'es dit vas-y je vais à 5 reps, tu vas quand même aller à 5 reps, mais ça va bouleverser de ouf ton combo, parce qu'au final ça va pas être fluide, il n'y aura pas le hold derrière et tout. C'est pour ça que moi, toute ce nombre de répétitions à l'intérieur de mes combos, ça c'est vraiment au moment même où je me lance dans le combo. Ok, on enchaîne directement avec la deuxième question. C'est quand que tu coupes tes lianes devant tes yeux? Je vois pas de quoi tu parles, hein, mon petit Samuel, là, ça... Parfaite ma coupe comme ça, non? Non, j'ai une vibe en ce moment où je me laisse pousser les cheveux. Je crois que ça fait 6 mois que je les ai pas coupés. Et franchement, j'aime bien. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout, donc on va vite passer à la question suivante. Qu'est-ce que tu manges dans une journée complète pour une prépa compète? Pour la faire simple, déjà mes repas, que ce soit pour une prépa compète ou hors compète, c'est toujours les mêmes plats. Généralement, ouais, c'est toujours les mêmes plats. En fait, c'est plus la quantité qui va varier. Donc typiquement, déjà le matin, je mange pas. Le midi, c'est pas teuf. Quand je suis en prépa compète, il n'y a que des œufs. Généralement, je mange 4 œufs le midi, sous forme d'omelette. Un peu de curcuma, un peu de poivre. C'est parfait. Parfois un petit Kinder en dessert, mais c'est assez rare. Ensuite, l'après-midi, je me prends un petit kiwi à chaque fois. Franchement, je kiffe trop ce petit fruit. D'ailleurs, il faut que je me fasse je vais me faire un tatouage kiwi au passage. Ensuite, généralement, avant le training, c'est une petite Monster sans sucre. Et ensuite, le soir, c'est généralement des nuggets. Je kiffe trop les nuggets avec des petits pois. Donc je tourne entre 5 et 6 nuggets. Puis c'est souvent aussi des petites pizzas ou des petits fast-food que j'aime bien généralement
une fois tous les 3 jours, je me fais une petite pizza ou un petit domac. J'aime bien. Donc en soi, mon alimentation, elle est éclatée au sol, hein. Mais c'est plus du coup la quantité qui va varier en compétition, en prépa compète. Par exemple, en prépa compète, bah, je vais réduire les pâtes, je vais réduire le nombre de nuggets, je vais beaucoup plus marcher, donc je vais avoir tendance à beaucoup plus sécher aussi, tu vois. Là, depuis la compète qui a eu lieu à Genève, j'ai repris 3 kilos parce que je me suis remis à manger des pâtes le midi. Donc en soi, moi, je me fais assez plaisir dans la bouffe. Enfin, je mange un peu n'importe quoi. Genre par exemple le soir, j'aime bien avoir, c'est mon petit péché mignon, j'adore manger un Kit Kat le soir. Genre c'est vraiment le truc qu'il me faut. Donc en soi, c'est pas forcément bénéfique sur le plan santé, mais en fait, vu que je mange en petite quantité et que je brûle énormément de calories au quotidien parce que je marche beaucoup et que je m'entraîne beaucoup, bah forcément, j'arrive à maintenir un poids stable ou même à être en sèche pour une prépa complète. Et on enchaîne avec la question suivante. Pourquoi les athlètes de Cali sont toujours en chaussettes? C'est pas mal comme tu l'as écrit, franchement c'est pas mal Berzmi. Tu marques un petit point. C'est juste pour le confort ou il y a une autre raison? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas spécialement ce sport ou qui débutent, le fait, et moi j'ai fait l'erreur hein, quand j'ai commencé le Cali, justement je mettais tout le temps mes chaussures en fait. J'avais l'impression que, enfin juste je voulais pas salir mes chaussettes ou je sais pas, genre je gardais mes shoes, tu vois, comme dans n'importe quel sport. Pas le karaté ni le judo, mais t'as capté. En fait, faut savoir qu'une chaussure c'est quand même lourd. Enfin, c'est quand même lourd. On se rend pas compte, mais tout ce qui se passe au niveau de ce poids-là, enfin au niveau de, genre jusqu'au tibia, le poids il est multiplié limite x 10 par rapport à ton centre de gravité qui se situe au niveau du haut du corps. Donc forcément, si tu rajoutes par exemple du lest, des petites, regarde, hop, si tu rajoutes ça, tu fais une figure, tu le mets sur ton ventre, un front lever, tu vas pas sentir la diff. Par contre, si tu le mets aux chevilles, forcément, tu vas sentir la diff x 10. Parce que bah, la gravité fait que. Et bah, c'est le même principe pour les chaussures. Les chaussures, ça doit peser à 500 ou 600 grammes, je pense. Donc forcément, si tu es en chaussures, c'est beaucoup plus lourd, donc beaucoup plus dur à maintenir les figures. Ah, j'ai un peu soif au passage là. Hop, petite pause publicité, du coup, désolé les gars. Hein. Très très bonne cette petite eau. Hein. C'est de la bonne petite eau minérale. Hop, dans la petite gourde. Franchement, ça passe partout. Hein. Tu la mets dans ton petit sac, même dans ta poche. Tiens, je suis sûr que ça passe dans la poche. Mais non, blague à part, n'hésitez pas à me soutenir si jamais vous kiffez les vidéos que je suis en train de vous proposer sur YouTube. Bon, en tout cas, ça m'aide énormément d'utiliser mon code ilias.so pour bénéficier de 10% de réduction sur toute la boutique. Franchement, il y a plein d'accessoires trop cool. Bon, je pense que la plupart connaissent, mais l'accessoire phare, c'est les petites sockets qui sont vraiment très cool. Et en fait, c'est une très belle transition pour la question d'avant. Parce qu'au final, tu enlèves tes chaussures, mais du coup, pour éviter de salir tes belles chaussettes ou de trouer tes chaussettes, et bah, tu peux utiliser les fameuses sockets qui sont à disposition sur le site Street Workout Official. Elle est pas magnifique cette transition là, c'est parfait, on peut entamer directement la prochaine question. C'est merveilleux. Allez hop. Moi j'ai pas trop envie de répondre à cette question finalement là, Non. Ce sera pas pour aujourd'hui celle-ci. Non, qu'est-ce que tu penses de la différence entre le street workout Insta, TikTok et la vraie perf? Alors ça c'est une question assez complexe. Je vais essayer de simplifier au maximum par rapport à mon point de vue, hein. Moi ce que je ressens par rapport au réseau et à la vraie perf. Comme vous avez pu le voir de toute façon sur mes derniers posts, c'est généralement des posts de 10 secondes avec une grenouille qui fait des doigts avec moi ou un chien qui se balance les mains en 2 doigts. Malheureusement, on est rentré dans une ère où pour faire connaître ce sport, pour développer ce sport et moi pour développer mon côté business, forcément pour augmenter mon nombre d'abonnés, ma visibilité, je suis obligé de créer un peu du contenu, ce qu'on appelle putaclic, donc qui s'apparente à des petites vidéos comme ça, un peu fun, un peu gaulerie, tu vois. Parce que maintenant, en fait, toutes les perfs sur Insta, ça fonctionne plus. Ou alors ça va fonctionner pour les puristes. Par exemple, vous qui regardez cette vidéo, qui savez ce que c'est une perf, bah ça va vous stimuler. Mais généralement,
Tu vois, quand je sors un edit d'une vidéo ou des bonnes perfs, un combo de 45 secondes ou quoi, c'est rare que la vidéo dépasse les 100 000 vues. Alors qu'une petite transition avec une grenouille qui se tape une barre à côté, bah, ça peut taper le million. Donc moi, en fait, dans ma vision de comment j'ai mis en place en fait ce système, parce que à la fois moi j'adore le côté performance et je cherche à repousser les limites, à participer à des grosses compétitions, donc j'ai pas le choix de travailler la perf, mais à la fois j'ai quand même envie de développer mes réseaux sociaux, mais je suis obligé de suivre un peu les trends ou la DA que propose Insta. Donc je fais du mixte. Ça m'arrive des fois de poster des petits edits, ou par exemple quand je fais des compétitions de poster du format long d'un combo de 45 secondes avec ma perf, que je vais poster, mais c'est rare encore une fois parce que je fais pas souvent des compètes. Après, toutes les grosses perfs, par exemple des combos longs ou quoi, généralement, j'ai tendance à les mettre en story. Comme ça, les puristes, bah, ils ont du contenu qu'ils peuvent voir dans mes stories à la une ou des choses comme ça. Mais du coup, maintenant, tout ce que je poste, on va dire 90% de mon contenu que je poste, ça va être du contenu adapté pour le public qui ne connaît pas le street. Donc en vrai ça me fend un peu le cœur parce que moi à l'époque 2019, 2020, 2021 j'adorais faire des edits de 1 minute, je passais 3 heures à faire le montage et tout, je kiffais de ouf. Et les gens bah, kiffaient en retour, tu vois, genre ceux qui me suivaient, ils étaient en mode ah trop bien ton edit, ça motive et tout, tu vois. Avant l'entraînement ils regardaient mes petits edits d'1 minute. Maintenant avant l'entraînement tu vas pas regarder un réel avec un chien qui se balade sur une ficelle, tu vois. Donc je peux comprendre que ça en agace certains. Et moi-même aussi, ça me fait un peu chier de poster ça. Je suis pas en mode oh trop stylé, regarde, j'ai posté une vidéo d'un clébard, tu vois. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix pour mes objectifs et pour ce que j'ai envie de proposer par la suite sur le plan professionnel. Mais je conserve quand même mon côté performance et en fait, ce que je poste sur Instagram, c'est 0,2% de ce que je propose par exemple chez moi à l'entraînement où je me bute. Je vais jamais poster en réel où je fais 15 pull-up, 15 push-up et tout. Je sais que c'est des trucs qui vont pas fonctionner ou alors qui vont fonctionner que pour ma commu proche. Mais ça, c'est pour ça que je le mets en story du coup. Allez hop, on enchaîne avec la nouvelle question. As-tu des nouveaux objectifs de performance en vue? Alors comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo là sur mon vlog, à la fin du vlog où je mentionnais le fait que j'ai vraiment envie d'accentuer sur les power moves. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des power moves, c'est des figures genre ultra puissantes qui demandent un temps sous tension généralement de 2-3 secondes. Alors que moi de base en fait c'est pas trop mon dada. Moi je suis plus un athlète polyvalent qui touche au push, au pull avec beaucoup d'endurance. Une gestion fluide des éléments, mais avec très peu de power move, tu vois. Genre tout ce qui est Satsupi, Maltese doigt au sol, tout ce qui est power move aux anneaux, tout ça en fait c'est des éléments que j'ai jamais travaillé parce que je me suis priorisé du coup sur l'endurance et des combos basiques mais fluides. Et là du coup, en fait ça m'a fait déclic avec la compète de Genève, je me suis dit putain j'aimerais bien en fait taffer mes power moves. Et c'est pour ça que mes prochains objectifs en vue, ça va être de taffer un peu tout ce qui est power move. Donc j'ai déjà commencé, j'ai fait une vidéo d'ailleurs. Hop, je l'affiche juste ici. Si tu vas aller checker, je teste les nouvelles figures. Et voilà, donc pour le moment ça progresse sur certaines. Je spoil pas plus, je vous ferai la seconde partie où justement on voit un peu l'évolution. Mais en tout cas voilà, c'est vers ça que je vais m'orienter cet hiver. Mettre l'accent un peu plus sur les power moves. On enchaîne avec la prochaine question. Tac, tu bouffes quoi le matin? Ça c'est une question qui vraiment me tient à cœur de répondre parce que j'avais mentionné dans ma story hier où justement je disais ouais si tu as envie de me poser une question, tu bouffes quoi le matin? Et pour moi c'est vraiment la question la plus importante qui puisse être, vraiment, parce que en fait le matin si tu veux, moi je mange rien. Prochaine question, tu penses qu'on peut atteindre un top niveau si on a commencé tard, entre parenthèses 20 ans? Alors, pas du tout, au contraire, moi j'ai commencé à 19 ans, tu vois, j'ai 27 actuellement, ça fait 8 ans que j'en fais. T'as l'Ivan de chien, il a 38 ans et demi là, cet enculé. Non, il a 30 ans, il a commencé à 22. Et il fait partie du top monde statique, tu vois. Donc en fait, il n'y a pas d'âge pour commencer. Bon, j'exagère un peu, si tu commences à 35-40 ans, bah t'es dans la merde, hein, on va pas se le cacher. C'est juste un processus logique par rapport à la vieillesse. À partir de 35-40 ans, t'es moins en bonne condition physique qu'un mec de 20 ans, c'est sûr. Mais je trouve que justement, le fait de commencer à 20 ans, c'est cool. Parce qu'au final, en fait, tout dépend de ce que t'as fait avant tes 20 ans.
Mais au final, ton corps, il s'est quand même forgé, c'est quand même renforcé, et tu peux être apte directement à appréhender des figures. Mais le plus important, c'est pas spécialement l'âge. Enfin, tu commences à 15 ans, ou à 20 ans, ou à 25 ans, il n'y a pas de problème, c'est plus la durée en fait. Quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, c'est plus la durée de l'expérience qui va te fracasser ton corps. Moi, je ressens au bout de 8-9 ans de street, bah forcément, mon corps, je commence à sentir un peu des petites alarmes, tu vois, des petites ampoules en mode hop, fais gaffe à ça, fais gaffe à ci, truc. Alors que bah, il y a peut-être 5-6 ans en arrière, je ressentais pas tous ces symptômes. Donc c'est plus la durée. Donc tu peux commencer à 20 ans, il n'y a pas de galère avec ça. Ok, on enchaîne avec la question suivante. Faut-il travailler le push et le pull la même séance ou séparés? Pour répondre à ta question, pour moi, à partir d'un certain niveau, si par exemple tu as envie de taffer le push et le pull, parce que tu as certaines personnes qui veulent travailler que le pull ou que le push, mais si tu as envie de travailler les deux et que tu as envie d'obtenir les deux, à partir d'un moment, tu seras obligé de combiner les deux et de les travailler dans la même séance. Mais par contre, au début, pour la compréhension des mouvements, c'est bien de les séparer. Tu vois, c'est comme moi, ma première année, j'avais fait que du pull, ensuite j'avais délaissé le pull, j'avais fait que du push, et ensuite j'avais combiné les deux. Parce que si, par exemple, tu maîtrises pas le front lever et que tu maîtrises pas la planche, et que tu les intègres dans la même séance, en fait, tu vas simplement te perdre et tu vas avoir du mal à capter les bonnes activations, à gérer ton temps de repos également. Donc au début, c'est bien d'y séparer. Et une fois que tu commences à être à l'aise en push et à l'aise en pull, quand je te parle d'à l'aise, c'est par exemple, je sais pas, 5 secondes de full planche et 5 secondes de front touch. Là, ça peut être intéressant de commencer à combiner les deux. Par exemple avec de la planche suppi et ensuite repartir en combo front et faire un peu des combos comme ça. Et moi, c'est comme ça que j'ai réussi à allier ces deux éléments-là. Allez, on enchaîne avec la prochaine question. Très bonne cette eau. Hein. Hop là. Faut-il travailler le push? Ah, mais non, je viens de la lire celle-ci. Allez, hop, ça dégage. Pourquoi t'es beau? En vrai, ta première motivation quand t'as commencé, de la part de God of Singe. Pas mal ton petit blaze, là, j'approuve. Alors, ma première motivation, moi, c'était les Bar Brothers. Je pense que ça en parle pas grand monde. Mais c'était des mecs qui faisaient que des tractions, que des dips, mais qui avaient des corps de barbares, tu vois. J'étais là en mode, je bavais dessus, j'étais, waouh, ils sont trop musclés, je veux trop être comme eux. Parce qu'au début, je connaissais pas le street et je voulais juste un corps, un physique de ouf. Donc vraiment, c'est eux, c'était mes inspirations de ouf, tu vois. Genre, j'étais là, avec mes écouteurs, ouais, Bar Brother, truc, j'ai trop envie de faire des pompes, d'avoir des gros pecs avec les stries et tout. Au final, j'ai zéro pec, hein, comme quoi ça a bien changé depuis. Mais ouais, c'était vraiment Bar Brother au tout début. Après, il y a eu, quand j'ai commencé à découvrir le street, mes premiers athlètes que j'ai vus en vidéo sur YouTube et tout, c'était genre Kamenov, Eric Ortiz. C'était des athlètes, j'étais trop en mode, putain, ils sont trop forts. À l'époque, c'était vraiment loin. C'est eux qui m'ont motivé mes toutes premières années, on va dire. Question suivante, combien de centimètres? Alors j'imagine que tu parles de ce qui se situe entre mon entrejambe. Ouais, bah carrément, je peux te le dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'à un moment donné, dans la suite de la vidéo, ça va popper, en centimètres, hein, bien sûr. Ça popera. Ok. T'as encore mal aux mains quand tu t'entraînes ou t'as de la corne partout et zéro douleur partout. Quand même une petite crapule, hein, quand un petit serpent au final. Alors ouais, j'ai quand même pas mal de cornes. Hein. Tac, ça, le front lever, là en planche, quand même bien bousillé. Certes, j'ai beaucoup moins mal qu'avant. Hein. Les frictions à la peau, c'est devenu un peu de la peau morte. Je suis en train de pourrir de l'intérieur. Mais ça peut m'arriver d'avoir mal encore. Quand je fais des grosses sessions en front, si tu parles de cette petite brûlure au niveau du poignet, sache qu'elle va te suivre toutes tes années de street. Pareil, les brûlures, quand je fais trop de planches, ça pique quand je me lave les mains après la séance. Et ensuite, de manière générale, ouais, j'ai quand même souvent des petites gênes, des petites douleurs. En même temps, avec le sport qu'on pratique, c'est un peu normal. Mais oui, j'ai beaucoup moins mal qu'au début, mais ça m'arrive d'avoir des petites douleurs. Ouais. Ok, on passe à la prochaine question. C'est quoi tes produits pour les cheveux? J'aimerais les mêmes curls que toi. Ah non, tu parles pas du curl. Ok, je vais te chercher le produit, mon petit ami là. Attends, bouge pas. Allez hop, regarde. Rien que pour toi là. Garnier ultra doux, crème de soin, nutrition intense, sans silicone.
Voilà, j'ai envie de te dire, c'est assez intense ce qui se passe, c'est nouveau, c'est 100% recyclé. Pour les cheveux bouclés et frisés, ça coûte 2 balles à inter. Ça fait le taf. En gros, je t'explique comment je l'applique, hein, parce que tant qu'on y est, S'il y en a qui se font chier, ce passage il va pas forcément être intéressant. C'est vraiment entre lui et moi que ça se joue là maintenant. Petit tuto du coup. Le matin de base, je suis tout éboursouflé. Donc je me fous la tête sous l'eau. J'ai déjà des bouclettes au préalable, hein, bien sûr. Je tiens à le préciser. Tac, mon petit pommeau de douche. Hop, je mouille. Tac, je fais ça, je crunch. Je crunch comme ça. Une fois que c'est crunché, j'essaye de pas trop sécher avec la serviette pour pas que ça éboursoufle encore une fois. Et une fois que j'ai, on va dire, séché à peu près 60-70%, là j'applique une petite gouttelette de ce produit. Généralement je mets moi une petite tache comme ça, tu vois. Tac, et là je reviens cruncher. Hop, on crunch, on crunch, on crunch. Et ensuite, voilà, on se coiffe vite fait comme ça. Tu en fais le beau gosse devant le miroir. Hop, et là, bah ça, voilà le résultat. Si du coup, tu es intéressé pour un tuto, qu'on aille un peu plus dans les détails, toi et moi, je propose du coaching en ligne sur les bouclettes. Donc n'hésite pas à m'en faire part et on en parle ensemble. Ok, on enchaîne. Et ben on enchaîne. Il n'y a plus de questions là. Il y a plus de questions. J'espère que ce petit format vous aura plu. Voilà, en tout cas, si vous avez d'autres questions, je pourrais refaire ce petit format à la cool là. C'est simple, rapide, efficace. Prochaine vidéo, je pense, ça sera sûrement un vlog d'un training très intense. Je vais reprendre un peu le volume. Du coup, enfin, je ferai une session uniquement en volume pour vous faire plaisir. Donc, si vous voulez voir ça, n'hésitez pas dans les commentaires, allez vous lâcher un day long, t'es le plus beau du monde. Day long, t'es le plus beau du monde. Vous lâchez ça dans les coms, s'il y en a 10, je fais une vidéo où je me bute sa race en training, où je vous montre vraiment comment je procède et ça va être insane. On fait comme ça. Allez, en tout cas, portez-vous bien, passez un bon training, défoncez tout et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!